Donc, ici, on a été sélectionner le nom de l'employé avec la fonction initCap pour mettre la première lettre majuscule, le reste en minuscule. On a aussi mis poste, tout en minuscule avec lower. On a formaté la date d'embauche en jour, jour, mois, mois, année, 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 avec la fonction toChar avec une date. On a formaté l'addition de coalesce plus coalesce, donc salaire plus commission. On l'a formaté avec en dollars, mettant $999,999 et on a appelé la colonne rémunération. Je vais donner un petit peu de temps là, pour compléter l'énoncé select qui fait une excellente revision à peu près de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, des fonctions de chaîne de caractères, fonctions de formatage de date, de nombre, traitement des nuls, alias de colonnes. Et là, on va apprendre à faire presque un if avec un select. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour être capable d'afficher une valeur conditionnelle. Est-ce que tout le monde avait réussi à compléter l'exercice précédent ici? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de plus de temps? OK. Donc, on va avoir l'affichage conditionnel pour une colonne. Et je ne vous montrerai pas la fonction decode, qui est l'ancienne façon de faire ou la façon de faire qui est propre à Oracle. Je vais plutôt vous montrer le cas du case. Et ça ressemble beaucoup à un switch case que vous avez déjà appris. C'est case, when, puis là on a un test. Là on écrit le then et l'expression qu'on désire avoir. Et on peut aussi faire un else. Donc, au lieu d'être un switch case, c'est un case when. Alors ici, ça ici, c'est case. Et dans le cas où on a une valeur connue, vous pouvez faire case colonne, when 10, qui veut dire depno est égal à 10, comptabilité, when 20, then recherche, else autre. Par contre, moi, je vais vous demander d'apprendre la condition qui est en bas. Au lieu de vous en faire retenir deux, on va juste faire celui qui est en bas et on va tranquillement, pas vite, faire la même chose qui est en haut. Bien, étant donné que je suis paresseux, je vais copier-coller. Select. Et ça, ici, on va faire as. Case. When, puis là, salaire, plus petit que 1000, on va écrire salaire bas. When, la colonne salaire, plus grand ou égal à 3000, on va écrire salaire haut. Else, on va écrire salaire moyen. Et vous devez faire un end. Ça ici, ce n'est pas nécessaire, mais ça va agir comme alliance. Et on pourrait même mettre son nom devant. Donc, name, virgule,
Donc, le case doit se terminer par un end. Je répète. Case, vous utilisez ça au lieu du mot switch. Et ce que vous avez l'habitude d'appeler le case, c'est le when. Je vais enlever ça. Je ne me trompe pas. Okay. Et l'alias ici, on ne peut pas le préfixer. Intéressant. Ah oui, bon. Donc, je ne sais pas, j'avais quelque chose de mal écrit. Alors, on a ici le nom qui est retourné par la première colonne. La deuxième colonne qui est salle pour salaire. Et mon case, ici, c'est une colonne qui va afficher soit bas, salaire haut ou salaire moyen. Je vous donne encore un petit 2 minutes pour le faire, là, mais le case, toujours pareil, la syntaxe. Case, when, condition, then, ce que tu veux qu'il soit retourné. Et ce que tu veux qu'il soit retourné, ce n'est pas nécessairement un caractère. Là. Ça pourrait être, je sais que ça n'aura pas beaucoup de sens, là, mais ça pourrait être 1877. Ah oui, là, je ne peux pas retourner un number. Là. Je vais retourner des numbers partout. Donc, un case, ça fait un test, puis ça retourne la valeur qu'il y a après le then. Mais comprenez que tu ne peux pas mélanger dans une même colonne des numbers puis des chaînes de caractères. Il faut que ce soit consistant, c'est traité comme une colonne. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas bien la syntaxe? All right? Donc, on a ici, ça c'est ce que j'appelle le case when valeur, que vous n'avez pas besoin d'apprendre parce que tu pourrais faire case when, faire le test avec un égal. Et ça, c'est le case when condition. Que je vous dis, c'est le seul que vous avez à retenir. Donc, case when, tu fais ta condition, si elle est vraie, il va retourner ce qu'il y a après le then. Oui, mais si ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'il va retourner? Bien, il va faire l'autre. On peut s'imaginer que c'est comme un else if. Puis au bout, s'il n'y a rien de ça qui est vrai, il va effectuer le else. Donc, petit retour sur les alias. Ce que je vous ai dit, c'est que les alias, celle que vous connaissez bien maintenant, c'est l'alias de colonne. Quelles sont les deux utilités des alias de colonne? Dans le chat ou levez la main. Ouf, le quiz va être difficile.
Allez, c'est quoi les deux utilités de l'alias de colonne? Pourquoi on met des alias de colonne? Pour modifier le nom dans le nom d'une colonne, Oui, quand il va être donc affiché. pour mettre un titre significatif. Hein, vous avez vu, quand j'ai fait mon case, là, si j'en mets pas, là, c'est vraiment pas beau. Là. Si, là, si je mets pas d'alias, là, regardez mon titre de colonne. Là. C'est affreux. Là. OK? Et la deuxième utilité, ça ne marche pas tout le temps, c'est étrange. Ça. Je vais vous aider. Alors, je viens de le faire. Ça ici, c'est un alias. Et j'ai pu le mettre dans la clause. Order by. Voilà. Et c'est le seul endroit où je peux utiliser un alias de colonne. Je vous ai montré que, en fait, là, si on tenait exactement à spécifier ce qu'il faut qu'il soit spécifié pour chacun des noms de colonnes pour que ce soit fait comme il faut, ce doit toujours être utilisateur, qui est en fait le propriétaire, nom de la table, colonne. Vous comprenez bien que c'est beaucoup trop lourd et par défaut, vous savez qu'il va prendre l'usager connecté et la table qui est nommée dans le from. All right, ça va bien. Par contre, des fois, les tables sont longues, puis on en a plusieurs, et on va apprendre à faire des jointures. Pour faire des jointures, on va apprendre à faire un alias dans le from. Ça va être un alias pour le nom de la table, ce qu'on appelle l'alias de table, et ça ne sera pas long de faire un test. Alors, elle, ici, on va l'appeler, on va rajouter un alias. On va juste mettre la lettre E, je sais que ce n'est pas gros MP, là. Mais maintenant, je peux préfixer donc un petit dem, ça a l'air. Ah non, L, c'est 456, je n'ai pas de code là. Et dans un case, je ne peux pas mettre le nom de la table, mais je peux mettre le nom de l'alias. Dans le select de colonne, je peux mettre le nom de la table. Est-ce que le from peut aller chercher dans plusieurs tables à la fois en même temps ou c'est juste une table à la fois? On va apprendre à rajouter quelque chose qui s'appelle un join. On va lui donner un alias. Et c'est une des raisons pour lesquelles on met des alias. Alors, la réponse, c'est oui, mais avec un join. Et on va apprendre comment faire ça. Ça va être le but d'aujourd'hui, faire des jointures.
pour le moment, vous... Puis, je peux-tu mettre un as? Je n'ai jamais fait ça. OK. Non, c'est ça. Une différence importante entre l'alliance de colonne et l'alliance de table. Tu ne peux pas mettre de as dans l'alliance de table. Dans l'alliance, pardon. C'est beau? Avez-vous été capable d'utiliser l'alliance? Je vais supposer que oui. Résumé de nos alliances. Alors, je vais juste effacer ce qu'il y a en arrière. C'est fatigant. On est prêt de voir comme il faut. Hop. Bon. Alors, select, si je mets un alias, si ça peut être n'importe quoi, A, et je peux faire A.name, A.sal, mais ici, ça, c'est un alias. Et pour être sûr que c'est plus facile à voir pour tout le monde, là, je vais rajouter ici le mot-clé as. Donc, on voit ici que salaire annuel, c'est un alias. Et je n'ai pas le droit de l'utiliser. C'est ça un peu, mieux le voir. On va le mettre en rouge. Non valide. Par contre, ici, on va encore mettre son as pour vous aider à le visualiser. J'ai pris mon alias de table et je l'ai mis dans le where. C'est permis. On va mettre un beau vert, quelque chose de joli. On va le grossir en... Hein? Ici, j'ai pris l'alias de colonne et je l'ai utilisé ici en bas. C'est permis, c'est bon. Il y en a-tu qui ont des questions sur ce qu'on a le droit de faire avec les alias? L'alias de table peut être utilisée comme préfixe de colonne partout. Dans le where, il peut être là, on le voit ici. Là. Je vais même vous le mettre en vert. Donc, il a le droit d'être utilisé dans le where. Ici, ce qu'on a, c'est un cas de pas le droit. On le met en haut. Tu ne peux pas utiliser un alias dans le where. Ce n'est pas permis. Ou tu as le droit de l'utiliser. Je parle d'alias de colonne. C'est dans l'order by. C'est le seul endroit où c'est permis. Et le A qui est ici, c'est le même qui est là. C'est permis. Et c'est le même que je pourrais vous mettre ici et qui est permis. Donc, l'alliance de table peut être utilisée partout. L'alliance de colonne ne peut être utilisée que dans l'order by. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les alliances? Sachez que ça va être une question de quiz. Donc, on arrive avec des notions maintenant de table
Et ça va nous permettre de nous en aller tranquillement, pas vite, vers le sujet de la prochaine présentation qui va être les jointures. Ce qu'on a ici, c'est un exemple de fiche client d'un club vidéo. Et c'est ce type de truc-là qu'on fait avec des bases de données. Une base de données, ça sert à faire des applications d'affaires. Donc, un peu moins des jeux, mais un peu plus, par exemple, de facturation, du prêt de livres. Il y en a dans des bibliothèques, des calculs de bulletins. Il y en a beaucoup des types d'applications, du stock dans des magasins. C'est toutes des applications basées sur des bases de données. Ici, j'ai un exemple de fiche client avec le type d'information et des exemples de contenu. Pour la même application, j'ai aussi des fils avec leurs fiches. Fiche, là, étant un petit résumé de papier. Et là, je voudrais faire un journal d'emprunt. Je vais même appeler ça un. Alors, ce qu'on a besoin, c'est qui le client? C'est quoi le fil? Je veux savoir qui part avec mes films pour être capable de les rappeler s'il ne me les rapporte pas. Et je vais aussi avoir besoin, bon, le client le filme, et je vais avoir besoin des données qui sont à l'emprunt. La date qu'il l'a pris, il l'a-tu retourné, par exemple. Et là, on va avoir un exemple d'un journal d'emprunt. Le film, l'emprunteur, la date de retour. Mais là, Ned Stark, ça se peut-tu que j'aie plus qu'un client qui s'appelle Ned Stark? Eh oui, je peux en avoir plusieurs. Ça se peut-tu que bon cop, bad cop, quelqu'un ne les pèle pas comme faux? La réponse, c'est oui. Donc, dans le but de ne pas avoir à répéter les films et l'emprunteur, ce serait intéressant d'avoir une colonne qui nous permet d'identifier soit un client, soit un film de façon unique. Alors, on va revenir à notre fiche de client et on va lui ajouter ce qu'on appelle une clé primaire, qui est un numéro qui identifie de façon unique une rangée. Et ça va faire que quand je vais référer au client dans une autre table, ben, je ne serai pas obligé de réécrire toute son information. Je vais juste prendre son numéro de client. Alors, si je vous demandais, selon vous au collège, quel est l'identifiant unique de la table des étudiants, vous me répondriez quoi? Le numéro de DA? Oui, c'est effectivement le numéro de DA. Donc, dans le bulletin, quand je rentre mes notes, le collège, lui, ce qu'il sauve, ce n'est pas ton nom, ton adresse. Il sauve la note, le cours et le numéro de DA. Donc, les clés primaires viennent nous aider à identifier de façon unique une rangée dans une table. Donc, la clé primaire, sa définition, c'est une colonne et il pourrait y avoir plus qu'une colonne. Dans ce cas-là, on appelle ça une clé composée, dont la valeur nous permet d'identifier chaque enregistrement de façon unique. Vous me dites, monsieur, pourquoi vous parlez de clé candidate? C'est qu'en fait, il pourrait y en avoir plusieurs au collège. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent leur numéro d'éducation permanente? C'est dans le formulaire, c'est là avec votre bulletin. Oui. Je le connais, je sais à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Chaque étudiant en a un. Ça aurait pu être une clé primaire. Tu as le numéro de DA, tu as le numéro d'éducation permanente, je ne sais pas, peut-être ton courriel, je ne trouve pas que c'est un bon exemple, mais il y a plusieurs informations qui auraient pu être utilisées comme clés primaires. Tous ceux-là, on les appelle les clés candidates
Et celle qu'on décide qui va être la bonne dans notre application, c'est la clé primaire. Au collège, on a décidé que ce serait le numéro de DA. Là, vous comprenez que je vous ai dit, ton numéro de DA, moi, je le mets dans ta note pour ne pas avoir répété toute l'information. Quand je fais ça, quand je mets un numéro qui réfère à une autre table, on appelle ça une clé étrangère. On va y arriver. Donc, c'est quoi les règles pour la clé primaire? Premièrement, chaque valeur doit être unique. Le numéro de DA, il ne peut pas se répéter. Sinon, je ne pourrais pas t'identifier avec ton DA. Parce que des fois, ce sera Olivier, puis des fois, ce serait Mouad, puis il y aurait le même numéro. Et ensuite, elle ne peut jamais être nulle. Clé primaire se doit toujours d'être peuplée. Alors, je vais faire la même chose, par exemple, pour le film. Je vais lui donner un code. Alors là, vous venez d'apprendre qu'une clé primaire, ce n'est pas nécessairement un nombre. Ça peut aussi être alphanumérique. Elle doit juste respecter les deux règles qu'on a dit. Un, elles ne peuvent pas être qu'est-ce qu'une clé primaire ne doit pas être? Elle ne doit pas être... Elle ne doit pas être nulle. Elle ne doit pas être nulle. Et est-ce qu'il y a deux enregistrements qui peuvent avoir la même clé primaire? Non. Voilà, deux règles pour les clés primaires. Elles doivent être uniques et ne doivent pas être nulles. Donc, si je donne un code différent à chaque film, tout le monde va être heureux. Et là, maintenant, dans ma fiche d'emprunt, comprenez-vous qu'au lieu de rentrer tout le nom du client, ben, je mets le numéro de client et, et le code du film. Donc, ici, j'ai mon numéro de client. Ici, j'ai mon code de film. Donc, ça fait que ma base de données est bien plus petite. Au lieu de mettre le nom, le numéro de téléphone dans la table d'emprunt, je mets juste la clé primaire du client dans la table d'emprunt. Et celle-là, j'ai créé aussi sa propre clé primaire à l'emprunt. Chaque ligne dans mon journal d'emprunt aura un numéro unique qu'on appelle le numéro d'emprunt. Mais là, comment on appelle ça, ce qui est en mauve ici? Parce qu'en fait, vous êtes d'accord avec moi, c'est la clé primaire qui provient d'une autre table. C'est ça qui va accrocher ensemble mes colonnes. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les clés étrangères. Ça, ici, on va le mettre rouge pour vous aider visuellement. Et ce qui est mauve, c'est des clés étrangères. C'est la clé primaire d'une autre table que je viens accrocher après mon journal d'emprunt. Et là, ben, si on regarde la table, elle aurait un numéro d'emprunt, un numéro de client, le code du film, la date. Numéro d'emprunt, numéro de client, code du film. Et le 1, 2, 3, il faut qu'il existe dans la table des clients. Je ne peux pas le mettre là, puis il n'existe pas dans la table des clients. Et ça, la base de données va s'occuper de le faire pour nous. C'est ce qu'on appelle une contrainte de clé étrangère. Quand je dis à la base de données que cette colonne-là doit exister dans une autre table, on appelle ça, on crée une contrainte. Et la base de données va s'en occuper. Donc, quand on crée une base de données, on ne dit pas juste les colonnes qu'on veut, on dit quelle colonne va être une clé primaire, quelle colonne va être une clé étrangère, et la base de données va gérer les valeurs qu'on met dans la table, et c'est ce qu'on appelle des contraintes. Si on regarde ça ici visuellement, on a un petit modèle de données. Et on a ici la table des clients, la table des films,
qui ont chacun leur clé primaire, numéro de client, numéro de film. Et pour ce qui est des autres, emprunts se relient. On appelle ça une association, ou il y en a en anglais, c'est a relation. Ça, c'est relié. On va apprendre à faire ces petits modèles-là dans notre cours. Alors, si on regarde la relation, on a un client. Voyez-vous la petite patte de coq, là, c'est pas la première fois que vous allez la voir. On appelle ça une relation de un client peut avoir plusieurs emprunts. Puis un film aussi peut avoir plusieurs emprunts, peut être emprunté plusieurs fois. Donc, même type de lien, un à plusieurs. Et la base de données va s'assurer que c'est vrai. Et ces colonnes-là qui pointent vers la clé primaire d'une autre table s'appellent clé étrangère. Donc là, on a appris 3 termes dans les 6-7 dernières diapos. Clé primaire qui permet d'identifier une rangée de façon unique. Vous m'avez dit, en fait, au collège, les étudiants, la clé primaire, c'est le DA. Vous avez raison. Ici, c'est un numéro de client et dans le cas de la table des films, c'est un code de film. Et ça me permet de, dans mon journal d'emprunt, de ne pas tout retranscrire et de mettre juste le numéro de client. Donc, on va faire le laboratoire 1. Il y a un script, je crois, qui s'appelle BD Club Vidéo, mais on n'a pas besoin au début du labo 1. Ah, ben voyez-vous, il était 48. Ce serait en plein bon moment de faire une pause jusqu'à 11 h. Donc, de retour à 11 h. Eh bien, rebonjour à vous tous. Avant d'entreprendre le laboratoire, on va juste ensemble couvrir la première fonction qu'on veut faire ensemble, c'est d'être capable de faire des jointures. Qu'est-ce qu'une jointure? Une jointure, c'est une façon de regrouper ensemble l'information provenant de 2 tables. Donc, définition, les jointures en SQL permettent d'associer plusieurs tables d'une même requête. Il n'est pas écrit 2, là. Plusieurs. Et là, on comprend pourquoi on a des clés primaires, des clés étrangères. On va être capable de venir mélanger ensemble nos 2 tables. Et visuellement, ce qu'on peut regarder, c'est un peu ce qui va se produire. Ici, j'ai une table d'employés duquel la clé primaire, on va grossir un peu. Voyez-vous un peu mieux? Et j'ai aussi déposé les diapos dans la semaine 7. C'est maintenant là pour vous. Donc, il va prendre la table des employés et on voit la table des emplois qui, elle, a une clé primaire qui est pas numérique, qui est un code, un peu comme les films qu'on a vus dans l'exemple précédent. Et on va faire une jointure pour faire apparaître les numéros d'employés avec le titre de leur emploi, mais le titre de leur emploi, il ne vient pas de la table des employés. Il vient de la table des emplois. On a un exemple similaire. Allons voir nos tables de Scott. Et là, je vais enlever l'histoire du case.
Donc, j'ai pris la colonne e.iname, qui est le nom de l'employé, et j'ai pris la colonne d.dname, qui est département, le nom du département, et je vais les faire apparaître ensemble dans une même requête. Alors qu'avant, tout ce qu'on savait faire, c'est là, ici. Mais non, peut-être que ça ne m'en dit pas assez. J'ai le numéro de département, mais j'aimerais savoir c'est quoi. Alors, si je veux savoir c'est quoi, il faut que je fasse une jointure parce que je veux aller chercher les colonnes qui appartiennent à une autre table. Et je dois dire quelle est la condition sur laquelle je peux mettre les tables ensemble. Bien, ça est facile, puisque dans la table des employés, j'ai un numéro de département. Dans la table des départements, j'ai un numéro de département. Alors, je lui dis dans la table employé.depno égale d.depno. J'ai mis les deux ensemble. Et là, je lui dis, va chercher la colonne dname. Donc, première table ici, seconde table là, et qu'est-ce qui les joint ensemble? Quand on fait des jointures, là, vous comprenez tout de suite l'utilité d'une jointure, d'un alias de table, parce que là, ça m'évite de retaper EMP au complet partout, puis DEPT partout. Ça ici, c'est la représentation visuelle de ce que ça va faire. Il y a plusieurs types de jointures. À l'heure actuelle, on regarde la jointure interne. Inner join. Je n'ai pas besoin de le mettre. C'est la jointure où il doit absolument y avoir la condition d'égalité pour retourner les rangées. Et je vais arrêter ça là pour le labo 1. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans le laboratoire 1.